Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Dans ce podcast, on va s'intéresser aux services de stockage sur le cloud. Alors on parle beaucoup de dématérialisation, de posséder moins pour vivre mieux, et le stockage de données numériques n'est pas toujours très simple à gérer. On accumule des disques durs, des clés USB, oui ça existe encore, des SSD, des cartes SD, enfin bref, plein de choses, et on finit souvent par ne plus savoir où se trouvent les fichiers que l'on cherche, et c'est un vrai bazar. Alors comment organiser ces fichiers numériques ? Comment peut-on simplifier tout ça en utilisant une solution de stockage en ligne sur le cloud ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode avec Abdel Amrani, consultant en nouvelles technologies et régulièrement présent avec moi dans ce podcast. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va ? Salut Florian, ça va très bien et toi ? Ben écoute, parfait. Hâte de traiter ce sujet-là parce que ça fait un petit moment qu'on en parle et ça va être vraiment super intéressant. Déjà, on va commencer par une toute petite définition pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle. Est-ce que tu peux me donner la définition du mot cloud ? Ouais, on va commencer par une petite définition un peu, on va dire un peu académique. Donc en fait, le cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un nouveau modèle de stockage où est-ce que les données des gens sont stockées sur des serveurs. Que ce soit localement ou à distance, je veux dire, soit dans le pays, le continent où se trouve l'utilisateur ou un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Et c'est stocké dans des centres de données qui appartiennent à des boîtes comme Amazon, comme Google, Apple aussi, et puis Microsoft et d'autres noms un peu connus dans l'industrie de la tech. Ok, donc en gros, c'est des grosses entreprises qui te mettent à disposition des disques durs connectés à Internet partout dans le monde. Et puis toi, tu peux y mettre tes fichiers et puis y accéder, les récupérer, enfin faire ce que tu veux avec, c'est ça ? Moyennant un abonnement, évidemment. Voilà, des serveurs avec des capacités qui changent un peu selon le forfait qu'on prend, un stockage qui prend une capacité qui dépend aussi du forfait qu'on prend. Donc ça reste des choses que les gens peuvent choisir en termes de puissance et en termes de capacité. Je vais juste faire une petite précision pour ce podcast-là. On va pas s'adresser à des professionnels, on s'adresse à des particuliers parce que pour le cloud, pour mettre des documents en ligne, sur un serveur à distance, il y a des offres qui existent pour les particuliers et pour les professionnels. Là, on va vraiment se concentrer sur des utilisations perso, comme toi et moi à la maison, par exemple. On va stocker nos petits fichiers personnels, etc. Donc là, on va parler de ces types d'abonnements, en fait, ces offres-là, pour comparer un petit peu. Et on va pas aller dans les détails des grosses offres d'entreprise. Voilà, tout à fait. On ne va pas couvrir non plus les autres services de cloud qui existent, comme le cloud gaming ou du traitement de données sur le cloud computing, comme on dit. On va couvrir seulement la partie stockage et la partie, on va dire, application qui roule sur le cloud ou qui utilise le cloud pour synchroniser les données ou pour les utiliser d'un appareil à un autre. Ok. Est-ce que ça fait longtemps que toi tu utilises le cloud ou pas ? Parce que moi je sais que ça fait à peu près, je vais dire un peu moins de 10 ans quand même. Bah, même pas, je dirais 5-6 ans que j'utilise du cloud. Ouais, je pense qu'on en a toujours utilisé du cloud. C'est juste que le mot cloud est devenu un peu plus populaire très récemment, comme tu dis, peut-être il y a 10 Mais on a toujours eu un peu de stockage sur le web. On appelait ça du stockage sur le web, où est-ce qu'on pouvait, garder des documents, on pouvait faire hoster une petite page web ou quelque chose comme ça. Ouais. Aujourd'hui, ça s'appelle du cloud, une fois que ça a été défini et que les grosses firmes ont décidé d'en faire un modèle de business, quoi. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a cloud et cloud, dans le sens où il y a certaines boîtes qui vont te proposer de stocker des fichiers en ligne, mais l'interface va pas être très sexy, ça va être pour des gens qui s'y connaissent un peu en informatique, il va falloir un peu aller bidouiller à droite à gauche pour aller chercher du FTP, des choses comme ça. Et il y a des entreprises qui te fournissent une application ou un service en ligne qui est beaucoup plus, on va dire, comment dire en anglais, user-friendly, où, par exemple, moi, je me rappelle, le premier qui me vient en tête, c'était Dropbox. C'était un des premiers qui proposait du cloud, mais avec une application sur ton iPhone, par exemple, où tu pouvais aller sur un site internet et tu avais un petit espace de stockage, et puis après, les autres s'y sont mis. Mais ça, c'était vraiment, pour moi, le début du cloud grand public. C'est vrai. Tu fais bien de le mentionner.
Euh, Personnellement, moi aussi, je fais une distinction entre du stockage brut, un peu, où est-ce qu'on a juste, au lieu d'avoir quelque chose de local, ben, on a un espace sur un serveur distant, où est-ce qu'on va copier les données. Je fais bien la distinction entre cette partie-là et le cloud qui vient avec des applications, avec des services, avec, comme tu dis, des interfaces qui sont un peu plus user-friendly, qui sont un peu plus en termes de design, beaucoup plus clair, beaucoup plus épuré et tout ça. Donc, ouais, il y a une différence entre les deux. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu utilises toi comme cloud, comme service de cloud? Est-ce que t'en cumules plusieurs ou est-ce que tu te contentes d'un seul service pour toutes tes données? Bah, ça serait le monde idéal. Ça, j'aimerais bien avoir un seul service où est-ce que je peux stocker, faire du stockage brut comme on a mentionné, et aussi avoir des applications, puis pouvoir ouvrir des fichiers, les traiter, par exemple, je sais pas moi, avoir un fichier Excel, avoir un fichier texte, avoir un PDF, pouvoir tout éditer sur ce service. Malheureusement, j'ai pas aujourd'hui un seul service. J'en utilise pas qu'un seul, j'en ai plusieurs. Ok. Et c'est dû au fait que, par exemple, si on prend Microsoft 360, 65, 60, je ne me rappelle ouais. jamais si c'est quoi, 365, bah, tu vois, par exemple, les fichiers doc, les chiffriers, là, les Excel et tout ça, bah, ça vient avec OneDrive. Si je me trompe pas Donc du nom, ouais, c'est c'est ça, le service de Microsoft. Ok. OneDrive. Donc, tu vois, tu as un abonnement annuel où est-ce que il te donne un peu de stockage. Je pense celui que j'ai, c'est 1 terabyte de données, Ok. ce qui est quand même énorme. Ouais. Énorme. Je dirais même que c'est le plus gros que j'ai aujourd'hui, pour lequel je paye, qui vient avec un service. Et donc ça, juste, je te demande tout de suite, au niveau de l'offre, ça coûte combien d'avoir un abonnement avec 1 Tera de stockage? Bah, je pense que c'est quand même assez donné parce que j'ai un forfait famille que je partage avec plusieurs personnes de ma famille. Je pense que c'est 6 ou 7 personnes à D'accord. partager. Tout le monde a le droit à 1 terabyte à mentionner. Ok. Donc, tout le monde a 1 terabyte de son côté, en plus d'avoir les services, en fait, les applications d'Office 365. Donc, ça vient avec Word, ça vient avec Excel. Moi, personnellement, je n'utilise pas ces deux services-là. J'utilise plutôt OneNote, Ok. est mon système de prise de notes principal, que je trouve super cool. En plus de ça, tu as 1 terabyte de données. Donc, après, il y a j'ai par exemple ma sœur qui utilise Word, Excel et tout ça. Donc, pour elle, c'est beaucoup plus pratique avec PowerPoint et tout. Moi, je n'utilise pas ça. Mais pour le prix que ça coûte, je pense que c'est 79 dollars canadiens par année, si je ne me trompe pas. Que je trouve quand même assez donné pour une utilisation que tu peux partager avec plusieurs personnes. Ouais, parce qu'au final, tu cumules 6 Tera, enfin 1 Tera par personne pour 6 personnes. C'est pas très cher finalement. Ouais, c'est l'un des moins chers sur le marché. Surtout que on était habitué à acheter une licence pour Office. Il n'y avait pas de stockage qui venait avec. Aujourd'hui, c'est automatiquement inclus dans l'offre, ce qui est quand même super, je trouve. Ok. Donc tu as un abonnement d'1 Tera avec Microsoft, en gros. Et est-ce que tu en as d'autres? Oui, j'en ai d'autres. La liste continue. J'utilise aussi. Ah ouais, la liste est quand même assez. Comme j'ai dit, l'idéal, ça serait d'avoir un seul service qui permet de faire tout ça en même temps, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Le deuxième que j'utilise, c'est avec Google Drive. Donc, encore une fois, j'ai une autre catégorie de personnes qui utilisent Google Drive pour Google Docs et puis aussi Google Sheet. Et là encore, je pense par défaut, ça vient avec 15 gigabytes de 15 gigas. Je vais pouvoir t'en parler un petit peu parce que moi, c'est ce que j'utilise en version gratuite. J'utilise Google Drive pour stocker tous mes fichiers administratifs, en gros. Et je me contente des 15 gigas gratuits, mais j'ai une petite astuce pour multiplier un petit peu tout ça. Ouais, par exemple, moi, je pense il y a quelques années de là, quand j'avais un Samsung, il y avait une offre à l'époque où si tu avais un téléphone Samsung, tu avais 4 ou 5 gigas de plus. Je pense aujourd'hui, je suis à 19, ce qui est largement suffisant pour ce que j'en veux, parce qu'encore une fois, c'est juste partager des données, avoir par exemple, déjà, des fois au travail, pas avec des collègues, mais avec des gens à l'extérieur de la compagnie qui veulent te partager un document. Il y en a qui utilisent Google Drive. Donc, c'est quand même cool d'avoir un peu de stockage où tu peux avoir des dossiers pro qui peuvent être partageables, évidemment. C'est pas des trucs confidentiels. Donc, ouais, c'est ça mon utilisation. Je dirais même que pour des documents, on va dire à l'interne à la maison avec ma conjointe, on se partage des documents, des Google Sheets avec des tableaux, des trucs comme ça. Donc, on utilise principalement Google Drive pour ça.
Le troisième service que j'utilise, et c'est encore une fois... Quand est-ce que ça va s'arrêter? Non, la liste n'est pas si longue que ça. En fait, le troisième service que j'utilise, c'est encore une fois, au travail, on utilise Dropbox. Donc, tous mes collègues utilisent Dropbox. Donc, je suis un peu obligé de mettre les données de la compagnie là-dessus. Mais on utilise le service de Dropbox, pas le hosting chez Dropbox. Donc, en fait, on utilise l'application Dropbox, mais le stockage est sur nos serveurs dans la compagnie. Donc, c'est du cloud, on va dire, à l'interne, mais qui fonctionne de façon comme le cloud standard. Là. Je peux accéder aux données, peu importe où je me trouve dans le monde. Donc, ouais, c'était ça. Et je vais pas nommer d'autres services que j'ai, mais que j'utilise pas vraiment parce que, encore une fois, la capacité de stockage est minime, ce qui fait que je les utilise pas vraiment. Mais il y en a d'autres. Ok, donc globalement, tu as 3 gros services que tu utilises, dont un professionnellement. Tu m'avais dit quand même dans un précédent épisode que tu utilisais un petit peu le iCloud d'Apple. Oui, j'ai complètement oublié ça. Ouais, ça, par exemple, ça rentre dans la deuxième catégorie que je considère en fait, on va dire la synchronisation de données. Par exemple, ça, c'est pas quelque chose que j'utilise avec Google Drive, mais si on en parle, j'imagine à quelqu'un qui utilise Android, il va partager la même expérience à travers Google Drive. Moi, j'en ai pas cette utilisation. La seule utilisation que j'ai de iCloud, c'est plutôt sauvegarder les données de mon téléphone, ou enfin, téléphone, iPad, machin, tout ça, là, tout ce qui vient avec l'environnement de Apple. Tu vois, par exemple, mon WhatsApp, toutes les conversations sont sauvegardées automatiquement. Donc, si demain je change de téléphone, il suffit juste que je fasse la synchronisation, puis ça va aller là. Par exemple, des données personnelles, des personnalisations sur certaines applications, des shortcuts, par exemple, on en a parlé dans le dernier épisode. Par exemple, tout ça, c'est sauvegardé. Non seulement sauvegardé, mais aussi partagé sur d'autres appareils. C'est ça qui est cool. Donc, tu peux créer un shortcut sur ton iPad et tu le retrouves sur ton iPhone et puis tu peux l'utiliser sur ton iPhone. Donc, c'est la distinction, je peux comprendre qu'elle soit pas très claire, mais j'en fais quand même une entre les services de cloud comme iCloud qui vient répondre à un besoin particulier qui est en fait sauvegarder tout ce qui est personnalisé sur son téléphone, la synchronisation entre les appareils, des autres services de cloud, ou est-ce que tu fais juste stocker des données, des fichiers, on va dire du stockage brut, comme j'ai dit avant. Toi, ton côté, c'est quoi en fait ton utilisation de Google Drive aujourd'hui? Alors, déjà en fait, j'ai mis un peu de temps avant de sélectionner uniquement Google Drive parce que avant j'essayais, sur mon iPad ou sur mon ordinateur, j'avais tous les dossiers, tous les trucs. J'avais un compte sur OneDrive, j'avais un compte sur Dropbox, j'avais un compte Google Drive, j'avais un compte Mega. Bref, je les essayais tous. Et je me suis dit comme ça, je vais cumuler les gigas, ça va être trop bien. Au final, j'aurais pas besoin de payer un abonnement parce que je vais avoir 10 gigas là, 5 gigas là, 15 gigas là, encore 5 gigas par là. Et puis Mega, il te propose au début, il te propose 50 gigas ou 30 gigas, bref, ça va être trop bien. Et puis au final, je me dis, mais c'est chiant parce qu'en fait, je sais jamais où je dois mettre mes affaires. Je vais mettre mes photos dans Mega, puis après je vais mettre des documents dans Google Drive, et puis je vais mettre 2-3 photos par-ci par-là dans OneDrive parce que j'ai un peu de place ou parce que, je sais pas, j'avais pas d'organisation en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas vraiment efficace de faire ça. Je finis par perdre des documents ou ne pas pouvoir les retrouver rapidement. C'est pas pratique. Donc j'ai fait du tri. Je me suis dit, tant pis, je laisse tomber les quelques gigas que j'avais à droite à gauche et je vais me concentrer sur un seul. Et puis si jamais j'ai besoin de plus, tant pis, au moins je paierai un abonnement, mais j'aurai tout centralisé à un endroit, dans un seul service, pour pouvoir retrouver facilement mes affaires. Et donc j'ai fait le choix de Google Drive. Pourquoi ? Parce que j'utilise une adresse Gmail, ma compagne utilise une adresse Gmail, on utilise YouTube, Google Docs, Google Sheets, etc. On utilise souvent les services Google, notre Chrome ou Safari, notre navigateur est synchronisé quand on est sur Google est synchronisé avec notre compte. Donc on retrouve tous nos favoris, etc. partout, tout le temps. Donc c'est quand même hyper pratique et donc j'ai gardé Google Drive uniquement et je m'en sers pour tout ce qui est papier administratif. Genre je récupère tout ce qui est PDF, toutes les factures des choses que je vais acheter ou de mes loyers ou ce genre de choses. Je vais les stocker correctement dans Google Drive et dès que ça va être des papiers que je vais recevoir par courrier ou que j'ai à la maison, je vais les scanner.
avec mon téléphone ou mon iPad et les mettre sur mon Google Drive, tu vois. Et comme ça, je peux retrouver tout en un seul et même endroit. J'ai pas à me dire, alors attends, est-ce que celui-là je l'ai mis sur Dropbox ou alors est-ce que je l'ai mis sur OneDrive? Non, non, bah là en fait, j'ai pas à me poser la question, c'est tout le temps sur Google Drive. Donc ça, c'est mon utilisation pour les fichiers, on va dire, légers. Et le seul truc où pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de solution parfaite, c'est pour tout ce qui est photo et vidéo, qui là, bon, ça fait des fichiers beaucoup plus lourds. Et les quelques gigas gratuits qu'on te donne avec Google Drive, c'est pas suffisant. Et comme pour l'instant, je me suis dit que si je prenais 1 Tera ou 2 Tera chez Google Drive ou un autre, j'arriverais quand même très vite à saturation parce que la quantité de vidéos et de photos qu'on fait aujourd'hui et le poids de ces fichiers-là est tel que j'arriverai facilement à les remplir et je pense pas que ce soit la bonne solution au final. Donc ce que je fais, c'est que pour l'instant, j'ai un disque dur à la maison physique. Donc j'archive dans un disque dur de 4 Tera et ce que je fais, c'est que de temps à autre, j'ai laissé en France un NAS qui est branché et je mets petit à petit mes fichiers que je stocke comme ça, où là j'ai 12 Tera donc ça va. Et du coup, je fais mon backup un petit peu comme ça, ma sauvegarde comme ça. Mais j'ai pas vraiment trouvé de solution ultime pour tout ce qui est photo, vidéo dans le cloud. Ne serait-ce que pour les vitesses de transfert aussi. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est un des petits défauts des services de cloud, c'est que pour les gros fichiers, il faut avoir une super bonne connexion déjà. Et puis quand on envoie des fichiers vidéo et photos, ça prend plus de temps. Et la vitesse dépend de chacun des services, en fait. Ouais. Entre celui de Google Drive, celui de OneDrive, je pense que la vitesse n'est pas la même. Ouais. Celui de Microsoft, par expérience, moi, je trouve qu'il est quand même assez rapide. J'avais fait des tests il y a quelques temps avec OneDrive. Je pense que j'avais testé OneDrive, j'avais testé Google Drive et j'avais testé, je pense, iCloud. Okay. iCloud s'en sortait quand même pas mal. Je trouvais qu'il synchronisait super rapidement. Mais encore une fois, iCloud, comme je te dis, j'ai déjà pris le forfait, je pense que c'était 1 terabyte ou 2 terabytes, celui qui coûte 12 et quelque chose, parce que je pensais tout transférer là-dessus, puis avoir qu'un seul point d'entrée pour mes données. Mais franchement, je trouvais que c'était pas le service parfait. Donc, j'ai juste annulé, je suis revenu au service, je pense, de 200 gigaoctets de données. Okay. Qui me permet de stocker un peu le contenu de mon téléphone où je veux switcher entre un téléphone et un autre sans passer par iTunes, ou que j'ai d'ailleurs jamais utilisé. Je suis pas très familier avec iTunes. Je trouve que c'est un peu obscur comme application. Ouais. Je sais que ça a été amélioré dans la dernière version, mais je trouve que c'est pas toujours le truc parfait. Donc ouais, je te dirais en termes de vitesse, celui de Microsoft est quand même pas mal. OneDrive. L'interface n'est pas la plus, on va dire, la plus intuitive et la plus sexy, on va dire. Mm-hmm. Mais ça reste quand même très bien. Une astuce que peut-être je peux partager avec les gens qui utilisent les appareils Apple. Depuis l'arrivée, alors je vais me tromper probablement sur la version. Est-ce que c'était iOS 13 ou... Ouais, je dirais 13. iOS 13. Files est arrivé dans iOS 13. Ouais, il y a des chances. 12 ou 13. Ouais, depuis l'arrivée de Files, depuis qu'ils l'ont amélioré, il y a l'option de rajouter d'autres services en fait de cloud sur le côté, où est-ce que tu peux cliquer sur, ça peut être un Google Drive, ça peut être un Dropbox, ça peut être d'autres services. La partie chiante, c'est ces services-là, en fait, quand tu rentres dans le service de cloud, tu tombes pas tout de suite sur tes documents, tu tombes sur par exemple Shared, où tu vas tomber sur des choses que tu veux pas forcément voir. Mais il y a des astuces sur Files où est-ce que tu peux les mettre en favori, par exemple. Par exemple, moi, dans tous mes services de cloud, les 2 premiers dossiers que tu vas trouver, c'est pro, perso. Ouais, on fait la même chose. Et après, à l'intérieur de ces dossiers-là, je vais me retrouver plus facilement. Donc, tu vois, sur mes favoris, par exemple, sur mes appareils Apple, je vais mettre perso comme favori et automatiquement, ça m'emmène directement là, sans passer par comment ça s'appelle, le root du dossier, où est-ce que tu vas tomber sur des trucs partagés, ou encore pire, sur iCloud, il te montre les applications, en fait. Ouais. Les fichiers qui sont sauvegardés sur les applications. Ouais, en fait, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai jamais considéré iCloud comme un service de cloud que j'allais vraiment utiliser, parce que déjà, de 1, c'est uniquement pour les produits... Enfin, uniquement. C'est fait pour les produits Apple.
Et donc, c'est beaucoup moins polyvalent parce qu'il suffit que un jour je décide de changer et d'avoir un PC sous Windows ou alors d'avoir un Android finalement. Ou si je veux accéder à mes documents depuis un ordinateur qui est sous Windows n'importe où dans le monde, eh ben, ça sera moins facile d'y accéder que si c'était avec Google Drive ou OneDrive, tu vois. Donc, c'est un très bon point. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi Google Drive notamment, c'est que c'est hyper polyvalent et que tu sois sur Windows ou sur Mac, eh bien, tu peux avoir tes dossiers qui sont accessibles facilement dans ton Finder, par exemple, dans ton explorateur de fichiers, et ça, que ce soit sur un système ou un autre, et ça, c'est hyper pratique quand même. Ouais, j'avoue. Et même sur smartphone, tu as un Android, enfin, tu peux avoir un Mac et un iPad, mais si tu as un Android, tu n'accèdes pas de la même façon à tes fichiers qui sont sur iCloud, tu vois. Donc c'est quand même hyper problématique. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas choisi iCloud, même si j'ai que des produits Apple. Je me dis que ça peut changer, tu vois, on sait jamais, je peux changer d'avis, je peux avoir besoin d'un autre système ou voilà. Donc j'ai éliminé cette option-là. Ouais, c'est la même chose de mon côté. C'est pour ça que j'ai annulé mon forfait de 1 Tera ou 2 TB sur iCloud, malgré qu'il soit quand même moins cher. Hein. Apple ne sont pas connus pour avoir les services les moins chers, mais franchement, pour le cloud, je trouvais que quand tu comparais avec les autres, c'était pas si mal, hein. C'était pas si cher que ça. Bon, ça reste quand même cher par mois, mais je veux dire, comparé aux autres services, c'était pas le plus cher. Je pense que celui de Google Drive était encore au-dessus. Dropbox, on n'en parle même pas. Dropbox, ils sont sur des prix un peu... je pense que leur cible, c'est plus le monde pro, et du coup, leurs prix sont pas vraiment ajustés au public. Mais bon, ils se sont beaucoup améliorés. Hein. Quand on parle de prix, on est dans quelle zone à peu près? Est-ce qu'on est au-delà des 30 € par mois ou est-ce qu'on est plutôt dans les 10? Selon ton expérience, c'est quoi selon les différents services qui existent? Si tu devais faire une moyenne, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre celui d'iCloud et Google Drive, mais celui d'iCloud est quand même moins cher. Je pense que pour 1 Tera ou pour 2 Tera, je pense que c'était 2 Tera. Pour 2 Tera, en fait, je payais 12,99 $ par mois, dollars canadiens. Et pour Google Drive, je pense que c'était $1,50 ou $2 de plus que celui d'iCloud. J'étais juste surpris que le service de Apple soit moins cher parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de tarif. Mais franchement, si les gens ne tiennent pas absolument à avoir les services de Google Drive ou les services de iCloud ou même ceux de Microsoft avec OneDrive, il y a d'autres services qui sont encore moins chers pour plus de capacité de stockage. Par exemple, je vais nommer iDrive, qui est très connu sur ce secteur-là. Je pense que les 5 TB coûtent moins cher que $10 en fait par mois. Donc là, ça... Et là, je pense à un point pendant qu'on en parle. Quelque chose que je connaissais mais que j'avais jamais expérimenté par le passé. Amazon aussi. Là par exemple, on en a parlé pas très longtemps. En fait, je renouvelle mon forfait Amazon Prime. Mm-hmm. Et là, il me détaille tous les services que j'ai avec. Je n'avais jamais pris le temps de regarder tout ce qui venait avec, sommairement, pas plus que ça. Et là, je me rends compte que pour la sauvegarde des photos, c'est illimité. Donc, pour les gens qui font de la photo, même des photos de 60 mégapixels, ça reste quand même une offre intéressante vu que c'est gratuit pour les gens qui ont déjà un abonnement Amazon Prime. Donc, c'est quand même cool. Faut le tester. C'est gratuit, c'est inclus dans un abonnement. Ça fait partie du prix, en fait. Ouais, exact. C'est une chose qu'il faut se dire quand même, c'est que c'est inclus dans le prix, mais c'est dilué avec toutes les options qu'il y a déjà, quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a des petites options comme ça, mais après, tu vois, Google Drive, c'est un petit peu la même chose. Quand tu as un abonnement Google, enfin, quand tu as un compte Google, en fait, quoi qu'il arrive, gratuit, tu as la possibilité de sauvegarder tes photos en illimité également, dans une limite de résolution. Mais ça te permet quand même de conserver toutes tes photos. Tu peux les sauvegarder automatiquement, toutes celles que tu prends avec tes appareils, smartphone, tablette ou tout ce que tu veux. Eh bien, tu peux les sauvegarder directement et ça sans limite d'espace de stockage. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Et donc là, si tu me dis qu'Amazon, en plus, c'est dans des résolutions énormes, ça te permet de sauvegarder vraiment beaucoup de photos de haute qualité et de ne jamais avoir peur de les perdre, en fait. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on va choisir un service de cloud en premier lieu. On ne l'a pas forcément dit dès le départ, mais l'objectif de choisir un service de cloud, c'est de ne pas avoir peur de perdre ses données si jamais, par exemple, on perd son disque dur ou si jamais on casse son ordinateur ou sa tablette ou son téléphone, de ne pas être dépendant d'une machine physique
et de se dire, en fait, mes données, moi, je préfère les mettre quelque part dans le monde sur un disque dur connecté à Internet, même si elles, entre guillemets, elles m'appartiennent plus vraiment parce qu'elles font partie d'un gros serveur qui est quelque part, je maîtrise pas ça. Au moins, je peux y accéder n'importe où, je peux récupérer mes fichiers tout le temps, et il y a toujours un mini risque évidemment, mais il y a quand même, c'est très limité. Tu vas pas forcément perdre tes données en utilisant un service de cloud, quoi. Donc c'est quand même le gros avantage, et c'est une des raisons pour laquelle on va choisir un service de cloud plutôt que des disques durs physiques maintenant chez soi. Ouais, je suis d'accord. Personnellement, moi, je suis en train de regarder pour bouger tout ce que j'ai physiquement sur des services de cloud. Franchement, j'ai pas la question de vie privée ne se pose pas là parce que mes fichiers, j'ai rien d'exceptionnel que je sauvegarde sur mes fichiers. C'est des photos de vacances, c'est des documents qui n'ont aucune valeur si demain quelqu'un me vole ces données-là, mais je ne veux pas dire que ces services-là, ils ne garantissent pas ça, et ça reste quand même du cloud, c'est un service sur le net, donc la probabilité que ça se fasse hacker existe. Elle est minime, mais ça existe, donc il y a des personnes qui vont peut-être préférer encore garder leurs données localement plutôt que sur le cloud. Mais moi, la question ne se pose pas, donc je n'ai pas cette contrainte. Ouais. Donc, c'est un compromis à faire, en fait. C'est soit tu gardes tes données chez toi dans un disque dur bouclé à double tour dans un placard, et tu ne risques pas de te faire hacker ou ce genre de choses, mais tu peux te faire voler, ta maison peut brûler, tu peux perdre toutes tes données, enfin bref, toutes les pires choses qui peuvent arriver, et donc totalement perdre tout ça. Ou alors tu peux choisir de mettre tes données sur le cloud, et là pour le coup de perdre un petit peu la confidentialité de ces données-là, mais au moins tu n'as plus trop ce risque, ou tu n'as plus ce risque de les perdre totalement, en fait. Bah, il y a des règles en fait à suivre. Quand on décide de sauvegarder localement, je ne sais pas si tu connais la règle des 3-2-1. J'en ai entendu parler, il y a quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire d'ailleurs sur une de mes dernières vidéos, je crois, et qui me parlait de cette méthode, mais je la connais pas très bien, donc si jamais tu as des infos, je veux bien que tu nous expliques. Ouais, ça fait partie des règles en fait de base quand on décide de sauvegarder localement. La règle s'appelle 3-2-1. 3, c'est pour le nombre de copies en fait de vos fichiers, donc avoir 3 copies des fichiers. Le 2, c'est plus le support, donc il faut que ce soit 2 supports différents. Et le 1, c'est avoir une copie hors site en fait. Donc tu gardes une copie, je sais pas moi, au bureau, chez les voisins, chez les parents, mais pas au même endroit que les autres copies. Donc le 3, c'est pour le nombre de copies. Le 2, c'est le type de support. Donc en fait, ça peut être un NAS, ça peut être un disque dur à part, ça peut être n'importe quel autre support. Et le 1, c'est pour avoir une copie à l'extérieur. Donc des fois, des photos de vacances et tout, tu n'as pas envie de te lever le matin et puis ton disque dur a craché, puis il n'y a pas moyen de récupérer les données. D'ailleurs, l'industrie de ce genre de service pour récupérer les données, ça commence à devenir, on commence à en voir beaucoup plus aujourd'hui, et ça rapporte énormément d'argent parce que les disques durs mécaniques, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est très fiable, ça dure pas très longtemps. Mais après, il y a d'autres règles. Tu sais, par exemple, sur les NAS, avoir des configurations RAID qui permettent un peu de dupliquer les données, faire de la redondance, ce genre de choses. Donc, juste faire attention. Quand on sauvegarde localement, on n'a pas la même discipline que si on sauvegardait dans le cloud. Toutes ces choses-là, toutes ces méthodes-là viennent en fait avec des services de cloud. Donc, nos données, quand on les sauvegarde, par exemple sur le service d'Amazon, elles sont redondantes sur plusieurs serveurs, probablement des fois sur plusieurs continents, plusieurs centres des data centers différents. Donc, c'est des choses qui viennent avec. Après, bien évidemment, si la question de vie privée et de la sécurité de données se pose, localement, ça reste quand même une option du moment qu'on respecte un peu les règles de base, quoi. Ok, du coup, c'est intéressant cette méthode 3-2-1. C'est vrai que ça peut paraître simple, mais en fait, il faut quand même y penser, il faut le prévoir. Et c'est souvent quand il y a un problème qui nous arrive, qu'on se dit « Ah, si j'avais fait une sauvegarde, si j'avais mis mes données quelque part en sécurité, ça ne me serait pas arrivé, etc. » C'est vrai que ça peut toujours arriver, donc prenez les devants pour ceux qui n'ont pas encore de système de sauvegarde, que ce soit physique ou en service de cloud. Pensez à faire des sauvegardes régulières de vos données, que ce soit toutes vos photos de vacances, de famille, avec vos enfants, etc. Perdre ses souvenirs, c'est hyper
hyper impactant au final au niveau moral. Donc c'est vrai que avoir une sauvegarde en plus, ça coûte un tout petit peu plus d'argent, mais en même temps, vous gardez vos souvenirs à vie, quoi. Si je peux partager une autre astuce, mais cette fois-ci, c'est un peu plus pour les gens qui sont un peu bidouilleurs ou les gens qui font un peu des services d'hébergement web. Souvent, quand on prend des forfaits chez les hébergeurs, je le vois très souvent maintenant, c'était pas le cas il y a quelques années, le stockage est illimité. Donc, en fait, il y a des applications qui existent où est-ce qu'on peut faire de la duplication ou plutôt de la redondance de données. Par exemple, sauvegarder toute sa machine vers le serveur avec une petite application qui fait de la copie via FTP. Si c'est illimité, bah, tant qu'à avoir ça, pourquoi pas en profiter? Je l'ai déjà testé par le passé où est-ce que où est-ce que je sauvegardais automatiquement mes données. J'avais un petit script qui faisait de la copie quelques fois par semaine à une certaine heure, puis copier. Donc, si c'est gratuit, pourquoi pas? Je veux dire, si c'est inclus dans le service que vous payez déjà, Ouais. Moyen de se faire un petit cloud privé. Encore une fois, c'est une question de confiance envers les hébergeurs. Est-ce que vous faites confiance à votre hébergeur? Est-ce que votre hébergeur est basé localement? Je veux dire, est-ce qu'il est dans le pays? Par exemple, moi, le mien, il est basé à Montréal. Il est à 10-15 minutes de chez moi. Et je sais que les centres de données, ils sont à maximum 1 heure de chez moi. Donc, je sais que c'est sauvegardé ici. Et la redondance est faite dans la région. Donc, je leur fais complètement confiance. Et si je mets mes données là, je suis pas inquiet en fait là-dessus. Ok, c'est quand même des solutions pour les personnes un peu plus avancées au niveau connaissances informatiques. C'est pas forcément des applications très bien faites en termes de design sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. Donc c'est un niveau au-dessus. Alors tu travailles quand même dans ce domaine-là, t'es un petit peu dans l'informatique, t'aimes ça. Donc c'est vrai que ça te paraît peut-être plus simple d'utiliser ce genre de service, mais c'est vrai que pour le grand public, c'est quelque chose où il faudrait creuser un petit peu plus pour utiliser ce genre de service, quoi. Ouais, exact. Un peu de bidouillage et puis c'est ça. Ok. Bon, si on résume un petit peu, Abdel, on a parlé de différents services. Lequel est-ce que tu conseillerais si tu devais en choisir qu'un? Qu'un seul? Ouais. Je sais que c'est compliqué, mais si tu devais en choisir qu'un seul pour conseiller aux gens qui n'ont pas encore de service de cloud et qui aimeraient quand même faire des sauvegardes régulières de leurs données. Bah, franchement, pour les gens qui utilisent déjà Office, les services d'Office, là, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, et tous ces services-là, franchement, celui de OneDrive, il est quand même très intéressant. En termes de prix, en termes de capacité, 1 terabyte pour faire de la donnée qui n'est pas de la photo, c'est comme qui peut de la photo et de la vidéo. Même la photo, je pense, ça rentrerait quand même dans 1 terabyte. Ouais, juste ça de la photo, ça va. Ça le fait. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, ça peut être combiné à un Google Photos. Est-ce que tout est sauvegardé automatiquement? Il n'y a pas de limite de résolution pour les photos. Je pense que ça reste une option quand même très, très intéressante. Au prix que ça coûte, franchement, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on payait comme licence avant pour avoir seulement les services les services de Office. Aujourd'hui, tu as le cloud qui vient avec. Il y a des personnes, j'imagine, qui n'utilisent pas du tout les services de Microsoft, puis eux, ils sont plus sur du open source comme du Google Docs ou du Google Sheet. Ben là, je pense que ils vont plus se tourner vers Google Drive. C'est un tout petit peu plus cher quand même par rapport à Microsoft parce que pour 1 terabyte, je pense que tu vas payer quelque chose autour de, je sais pas, on va dire 9-10 dollars. Donc, ça, c'est pour 2 Tera. Sur Google Drive, c'est 2 Tera pour 10 dollars, 10 euros par mois. Si on met en euros, c'est 10 euros par mois pour 2 Tera. Est-ce que tu as le prix de Microsoft OneDrive en euros? Pour OneDrive, tu as 1 Tera, c'est 69 par an, 69 euros par an, ou 7 euros par mois. Ouais, donc c'est quand même... C'est plus avantageux d'avoir Google Drive en fait. Parce que Google Drive, tu as 2 Tera pour 10 euros, alors que Microsoft, tu as 1 Tera pour 7 euros par mois. Ouais. Mais je pense que le prix est plus sur les applications plutôt que sur le cloud parce que tu as beaucoup plus d'applications et de services avec Office 365 qu'avec Google Drive. Mais encore une fois, ça s'adresse à deux types d'utilisateurs complètement différents. Ceux qui vont vouloir avoir les services de Office, je pense que
c'est indiscutable. C'est passer directement à OneDrive, ça reste quand même une bonne option. 1 terabyte, c'est quand même suffisant. Puis j'imagine qu'avec le temps, ces capacités de stockage vont augmenter. Donc, ça reste quand même une bonne option. Pour les gens qui utilisent Google Drive, Google Drive, ça reste une option quand même assez raisonnable. Après, ce qui est cool avec Dropbox, si on fait abstraction du prix, c'est qu'aujourd'hui, ils développent en fait l'édition de tout type de fichiers. Donc, si tu as un forfait du stockage Dropbox, tu peux ouvrir, éditer des fichiers Microsoft, tu peux éditer des fichiers Google Drive. Donc, ça reste quand même assez polyvalent. Mais personnellement, en termes de prix, je trouve que c'est très cher. C'est pas quelque chose que je conseillerais au grand public. Moi, j'aime bien j'aime bien j'aime bien ton utilisation en fait de ces services cumulés. C'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait, si c'est plus du Google Drive et du OneDrive, c'est juste 2 comptes accumulés, c'est pas si mal. Donc ça se gère quand même très bien et on peut leur assigner des usages particuliers, par exemple. Ouais, tout à Google fait. Drive. Ouais, non. Dropbox, par exemple, Dropbox, tu pourrais dire c'est uniquement le backup des photos. Google Drive, ça peut être que l'administratif, ce genre de choses, tu vois. C'est tout à fait faisable. C'est juste que d'un point de vue pratique, je trouvais que c'était assez brouillon pour moi. Donc peut-être que je reviendrai à ça et que j'en cumulerai différents. Mais pour l'instant, c'est vrai que je me suis concentré sur Google Drive. Et l'une des astuces dont je parlais au tout début de l'épisode, c'est que en fait, si tu as plusieurs adresses Gmail, par exemple, j'ai une adresse commune avec ma conjointe et par défaut, on a aussi 15 gigas gratuits avec ce compte Google en fait. Et si tu te partages, on va dire, un dossier racine de ton Google Drive du compte mail partagé, eh bien, il s'additionne à mon compte classique en fait. Donc en fait, j'ai 15 gigas qui est dans un dossier que je me suis moi-même partagé sur mon compte Gmail, sur mon compte Google. Et donc, je cumule les 15 gigas comme ça, en fait. Donc, je sais pas si c'est très clair de la façon dont je l'explique, mais en gros, quand tu te partages un dossier d'un autre compte qui a 15 gigas, eh ben, tu récupères les 15 gigas aussi. Donc, c'est seulement un dossier partagé, mais tu l'intègres comme un dossier de ton propre Google Drive, finalement. Avec des droits de modification des fichiers, de création de fichiers. Ouais, donc, tu donnes les droits administrateurs de ce dossier partagé. Donc, tu bénéficies des 15 gigas de l'autre adresse mail. Donc, si tu as plusieurs adresses mail pour une utilisation particulière chacune, tu peux te les auto-partager et puis y avoir accès en permanence et avoir tes 15 gigas à droite à gauche qui sont cumulés en fait. C'est une très bonne astuce. Donc voilà, je sais pas si c'est hyper clair la façon dont je l'ai expliqué, mais c'est hyper pratique pour moi et ça me permet d'avoir plus de 15 gigas sur mon Google Drive en fait. Il y a des personnes qui ne veulent pas payer, donc prendre quelques minutes pour faire cette configuration, en fait, qui n'est pas si compliquée que ça, c'est juste partager un dossier qui serait à la racine de ton nouveau compte que tu partages avec ton compte principal, ce qui t'ajoute en gros 15 gigas de données. C'est quand même très cool. Pour les gens qui ne veulent pas payer, ça reste... Derrière l'idée de ne pas forcément payer, c'est pas forcément de ne pas vouloir payer, c'est que j'aimerais trouver la façon optimale d'organiser mes fichiers en ligne sur un cloud avant de me lancer dans un abonnement payant. Parce que je me dis, si je me lance tout de suite à payer un abonnement de 2 Tera et qu'au final je m'en sers pas parce que j'ai peut-être pas 2 Tera à mettre sur le cloud, tu vois, peut-être que je vais payer un abonnement de 2 Tera et puis en fait je vais me rendre compte que j'avais besoin que de 150 gigas. Donc pourquoi j'irais payer un abonnement qui vaut 10 € par mois alors que j'aurais pu m'en tirer en partageant quelques dossiers de mon cloud gratuit et puis tout pouvoir stocker comme ça, tu vois. Peut-être qu'il y a des solutions à trouver entre les deux. Exact. Il y a la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce stockage? Ouais, et donc, déjà, c'est un peu comme quand tu fais quand tu es un petit peu minimaliste et que tu veux te débarrasser des choses inutiles chez toi, tu peux faire la même chose avec tes données. Donc, tu peux, avant de commencer par acheter un abonnement cloud à 200 gigas ou 1 Tera, fais d'abord le tri dans tes données. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inutiles? Déjà, tri les photos, par exemple, qui sont floues, qui sont ratées ou qui n'ont aucun intérêt ou des vieilles captures écran que tu n'as plus aucune utilité, ça va te libérer de l'espace. Enlève certains fichiers qui n'ont aucun intérêt pour toi parce que sur le moment, tu as fait une capture et puis ça t'a servi 2 minutes. Et au final, tu vas voir que tu vas enlever des mégas et des mégas et des mégaoctets pour au final te rendre compte que tout pouvait tenir dans un forfait gratuit ou
payant mais moins cher que ce que tu voulais acheter. Et donc, tu te retrouves à économiser au final. On se rend pas compte, mais les fichiers dupliqués qu'on a sur nos téléphones, c'est incroyable. Hein. Il y a une fonctionnalité sur Google Photos où est-ce que tu peux lui demander de trouver les fichiers dupliqués. J'invite tout le monde à utiliser cette fonction. Franchement, vous allez être impressionnés. Hein. C'est fou tout ce qu'on accumule en fait en fichiers dupliqués. Là, il y a un gros ménage à faire. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas facile, c'est pas simple, mais je pense que faire le ménage avant de cibler un service de cloud est quand même un point très important. Tu sais, je pars en voyage, quand je reviens, j'ai 200 à 300 gigas de fichiers, de photos et de vidéos. Franchement, si je fais le ménage là-dessus, il va peut-être me rester un 50 ou un 60 que je vais vouloir garder, que je vais vouloir utiliser. Le reste, il va aller à la poubelle. Mais vu que le ménage n'est pas toujours fait rapidement, tu te dis, j'ai besoin que mes 200, mes 300 soient stockés. Donc, on va toujours avoir tendance à aller chercher des services avec des grosses capacités, ce qui n'est pas toujours nécessaire. Donc, je commence par moi. il faut faire le ménage dans ces données avant de cibler un service en particulier. Ce point est vraiment très important. Je pense que c'est quand même cool parce que quand on fait le ménage, on se sent bien. Tu sais, c'est clair. En dire un peu plus en termes de minimalisme. Tu sais, faire le ménage, ça fait du bien. On se dit, ok, finalement, c'est pas si mal ce que j'ai à sauvegarder et je n'ai peut-être pas besoin d'un gros service. Les 2 terabytes, c'est peut-être même pas nécessaire pour certaines personnes. C'est énorme. Tout à fait. C'est vrai que le parallèle avec le rangement à la maison et le rangement de ses données dans ces disques durs, c'est un petit peu la même chose au final. Donc pensez-y si jamais vous devez prendre un service de cloud ou acheter un disque dur, ça revient au même. C'est utile de faire un tri avant de commencer à stocker ces données. Donc voilà. Abdel, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être pas s'étendre beaucoup plus sur le stockage des données dans le cloud. On en a vraiment pas mal parlé aujourd'hui. Merci à toi, Florian. N'hésitez pas à nous dire si vous avez, vous, un système de stockage ultime que vous avez trouvé et que vous adorez. Peut-être qu'on ne les connaît pas tous et que on va en découvrir grâce à vous. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous utilisez, combien de gigas vous avez dans vos différents abonnements. On parlera peut-être d'ailleurs, Abdel, dans un prochain épisode de comment automatiser des sauvegardes de son ordinateur ou de son iPhone régulièrement comme ça sans avoir à le faire manuellement parce que ça peut prendre du temps aussi de le faire. Donc je pense qu'on pourra se faire un petit épisode à ce sujet-là. Avec plaisir. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, si vous écoutez sur YouTube et si vous êtes sur une appli de podcast, n'hésitez pas à me laisser une note ou à nous laisser une note parce que j'inclus Abdel dans ce podcast désormais. D'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.